Unique comme tout le monde. Oui, mais. Un texte de Mélissa Carbonneau. Discussion avec Isabelle Fagui. Bonjour. Aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. D'habitude, on veut publier des textes sur notre blog L'adulte autiste qui sont déjà tout finis, fignolés. Aujourd'hui, on a décidé de vous montrer un petit peu notre processus de travail. Avant qu'un texte se retrouve sur la page du blog, il y a beaucoup de travail qui est fait. On s'envoie le texte entre auteurs avec d'autres personnes autistes, on met des commentaires, on discute. Donc, on va faire un peu ce processus avec vous aujourd'hui. J'ai ma collaboratrice Mélissa Carbonneau qui est avec moi aujourd'hui, que vous connaissez si vous lisez le blog, qui va nous présenter un de ses textes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Mélissa, elle va lire une partie de son texte jusqu'à un endroit où j'ai déjà mis un commentaire. Et ensuite, moi, je vais lire mon commentaire et nous allons discuter comme nous le ferions normalement quand nous discutons d'un brouillon. Oui, bon, donc bonjour, moi c'est Mélissa. En fait, le texte que je voulais vous présenter aujourd'hui, le titre que j'ai choisi, c'est Unique comme tout le monde, oui, mais. Donc, ça relève en fait des situations que j'ai vues dernièrement, donc je trouvais c'est important là, de vous en parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer là, la lecture de mon texte. En fait, je pense avoir développé une sorte d'allergie à une expression ou réponse automatique. En fait, je suis persuadée de ne pas être la seule à le vivre. Le plus difficile ici, n'est pas d'écrire le texte, mais c'est plutôt de ne pas démontrer à quel point cela m'affecte. Peut-être que je recevrai aussi des explications à quoi est-ce qu'on peut penser que cette expression me va. Donc, parfois, j'explique mes difficultés, mes limitations ou mes différences par rapport à la norme et on me répond, ah, ben, c'est comme tout le monde alors, ou bien tout le monde est unique. Et là, j'ai mis un commentaire à Mélissa. Mon commentaire, c'est que les personnes neurotypiques, elles vont dire ça souvent, elles vont dire « Ah, c'est comme tout le monde » ou « Tout le monde est unique », parce que pour une personne neurotypique, c'est comme le rêve, ça, d'être considéré comme unique. Donc, c'est un compliment, en fait, souvent, qu'ils vont nous dire. En tout cas, moi, mes amis neurotypiques, souvent, ils me disent ça, ils disent « Ben, prends-le comme un compliment ». C'est quelque chose que souvent, les personnes neurotypiques ne veulent même pas s'avouer que eux, ils sont conformistes. Ils aiment quand les gens qui sont autour d'eux leur ressemblent. Ils aiment qu'il y ait des normes sociales et que tout le monde soit bien placé dans ces normes sociales-là. Je peux vous donner un exemple. J'ai eu des amis qui étaient punk et ces gens-là se disaient super anticonformistes. Mais ils exigeaient, pour être membre de leur groupe, que j'ai un uniforme super précis. Il fallait que j'aille telle marque de jeans avec des trous à tel endroit, porter tel type de veste, avoir tel type de coiffure. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai fait remarquer que c'est quasiment aussi strict comme norme d'uniforme que l'armée. Et bien sûr, ben là, ils se sont fâchés, hein? Parce qu'ils veulent surtout pas être assimilés à l'armée. Mais en fait, c'était exact parce que c'était aussi sévère. Et il fallait aussi que j'adopte absolument les mêmes opinions qu'eux si je voulais faire partie officiellement de leur gang, de leur groupe. Et donc, c'est pas être anticonformiste, mais pourtant, ces gens-là se pensaient anticonformistes. C'est juste, ils étaient juste dans un autre système de conformité. Puis souvent, les personnes neurotypiques, c'est ça, ils ont un besoin inné et puis vraiment très, très important pour eux que les choses se ressemblent, que les gens se ressemblent, et parce que la différence, que ce soit la différence visuelle ou la différence d'opinion ou de valeur, ben ça fait peur. Alors secrètement, ben souvent ce que je remarque, c'est qu'ils rêvent d'être différents. Ils voudraient dépasser la conformité, mais ils en sont pas vraiment capables. Tandis que la personne autiste, souvent, c'est justement ça qu'on va nous reprocher. On nous dit, ben, tu vois pas les normes. Non seulement tu respectes pas, mais tu les vois même pas. Et les personnes autistes, souvent, vont avoir moins peur de la différence. Les personnes autistes, souvent, ont plein d'amis de la diversité, de toutes les sortes de diversité possibles. Parce que, justement, c'est comme si ça nous fait moins peur, cette différence-là. Alors moi je pense, tu sais, mais ça que quand ils disent, ben tu sais tout le monde est différent, ils parlent pas vraiment de différences profondes. Ce qu'ils veulent dire, c'est les petites différences là qu'ils ont entre eux, mais qui restent quand même à l'intérieur de la norme. Hmm. J'avais jamais perçu ça comme un compliment, mais plutôt pour minimiser mes idées et pour m'encourager, en fait, que c'est pas si pire que ça dans ce que je vis. Mais j'espère, en fait, que ça les blesse pas quand je donne des détails ou que j'essaie de m'expliquer après ou que j'accepte pas leur compliment. Là, en fait, c'était pas mon intention. Puis, en fait, ça me fait aussi penser aux différences de culture dans certains pays. Des fois, on Mhm. pourrait aller dans un autre pays puis vivre aussi.
Mais en fait, c'est cette différence-là par rapport aux compliments qui peuvent ou à la manière qu'on doit communiquer avec les autres. Puis justement, j'étais curieuse, fait que tu sais, je suis allée sur un site internet là, justement pour essayer de trouver un exemple. Là. Puis j'en ai trouvé par rapport au pays de la Finlande. Donc, il y a une personne de la Finlande qui est venue en fait manger dans un restaurant ici. Puis elle a été surprise aussi de la façon que ça se passait. Fait qu'elle, en fait, elle voulait, là, je cite le Mhm. site Internet. Donc, elle dit, je voulais avoir un dîner romantique avec mon fiancé et la serveuse venait tout le temps et me demandait si je voulais avoir une recharge d'eau. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en Europe, il n'y a pas de recharge. Ou ben, en fait, elle demandait la serveuse si mon steak avait bon goût. Fait que là, en fait, elle répondait, je n'ai même pas goûté, alors comment le saurais-je? Ou bien, en fait, elle a fini par répondre à un moment donné, c'est un peu trop salé, merci d'avoir demandé. Maintenant, elle a reçu un regard comme, mais voyons, ça se dit pas, ça. Fait que dire que la nourriture est trop salée. Puis là, après, la Finlandaise, donc, elle a répondu, elle s'est demandé, mais qu'est-ce que tu demandes si tu voulais pas vraiment le savoir? Fait que, tu sais, voyez-vous, c'est aussi entre cultures, ça s'apparente beaucoup un petit peu à ce que moi j'ai vécu par rapport aux compliments l'intention était bonne derrière, mais moi je l'ai interprété là d'une autre façon par rapport à, à ce que moi j'avais vécu là. Donc je trouvais ça assez intéressant là de faire le parallèle pour peut-être là que qu'on comprenne mieux là ce que vous voulez dire. Je pense que c'est un vraiment bon parallèle. Eh bien, en fait, et ça vient animer à l'intérieur de moi une colère. Quand ça se produit, je vous le cacherai pas. Mon petit enfant intérieur, ben, ça s'est invalidé dans toute la souffrance qu'il a vécue par le passé avant que je décide de l'aimer et de le respecter, chose qui a eu lieu lorsque j'ai eu mon diagnostic. Logiquement, j'en viens à me dire que je dois mal m'exprimer et que j'arrive difficilement à comprendre quel mot ou quelle image je peux utiliser pour que cette mentalité change et qu'on me comprenne. Je dois vous dire que dans ces moments, je dois faire preuve d'une très grande humilité pour ne pas exprimer ma colère ou ma tristesse et que je dois vraiment me répéter que les gens ne voient pas l'invisible. Donc, quand on parle, exemple, d'un handicap invisible. Oui, en effet, puis ça, c'est quelque chose que ça m'a pris du temps à comprendre parce que c'est tellement évident pour moi qu'on peut avoir des déficiences cognitives que je peux même pas m'imaginer que les gens arrivent pas à s'imaginer l'existence des déficiences cognitives. Mais bon, maintenant, là, j'ai vieilli, j'ai mon diagnostic, et là, je comprends que c'est pas tout le monde qui a envie des déficiences cognitives, et que quand t'en vis pas, ben, effectivement, ben, ça se peut que, comme c'est invisible, hein, on n'a pas il nous manque pas un bras, ou on n'a pas un œil qui est absent, ou donc c'est sûr que ça peut être il y a pas de signe si on le nomme pas, puis même si on le nomme, ben c'est pas visible. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui sont très très portés sur le visuel dans la vie, ils apprennent via les informations visuelles. Ben c'est sûr que pour eux c'est difficile. Mais j'ai encore de la misère à comprendre ça, que les gens ne comprennent pas qu'il y a des déficiences cognitives. Alors je comprends ta frustration. Ben, vois-tu, moi, j'avais pas encore constaté ça. Donc, en fait, je vais vous parler ici du premier point euh, qui fait que moi, ça me blesse là, cette phrase-là. C'est concernant, en fait, mes surcharges sensorielles, bon, puis ben, mon milieu familial, donc mes enfants. Lorsque je dois parler de mes difficultés quotidiennes, c'est souvent, en fait, je parle souvent de mes surcharges sensorielles reliées à mes enfants. C'est vraiment un objectif que je veux changer dans ma vie. Ici, je mets aucunement la faute sur mes enfants, fait que je trouve très calme par rapport à la moyenne, mais je mets vraiment l'accent sur mes déficits. Les deux principales hypersensibilités qui me causent des surcharges en présence de mes enfants sont de niveau auditif et visuel. Donc, soit qu'il y a trop de bruit, c'est par exemple la voix de mes enfants ou le volume d'un film ou le bruit de jouets qui se cognent ensemble. C'est tous des bons exemples là, au niveau auditif. Pour ce qui est des surcharges sensorielles, ici, ben, en fait, moi, ce qui m'atteint le plus, c'est quand je vois plein de jouets par terre ou bien, en fait, lorsque j'ai pas eu le temps de ranger la vaisselle après un repas parce que mes enfants font partie vite jouer puis je voulais aller jouer avec eux ou quand ils laissent tous leurs souliers dans l'entrée puis qu'il y en a une dizaine de paires qui traînent. C'est tout, c'est plein de détails, en fait, que moi, je perçois qui peuvent me causer là, des surcharges. C'est pas juste parce que ça m'agace ou que ça répond pas à mes critères de rangement. Je ressens vraiment, mettons, une fois une douleur dans les oreilles au niveau auditif ou dans les yeux au niveau visuel. Puis c'est intolérable et puis en fait, je peux plus me concentrer sur rien d'autre ou avancer dans mes tâches quotidiennes. Donc, tous ces exemples me causent une surcharge. En fait,
Puis ça a duré à peu près environ peut-être 24 heures, là, tu sais, à un certain niveau. Donc, avant vraiment que je puisse me dire que c'est du passé, là, puis que ça ne me cause plus de douleur, que c'est vrai, je suis vraiment revenue, là, à un état normal. Donc, en fait, une surcharge entraîne soit un shutdown ou de type implosion en français ou un meltdown de type explosion. Et puis, ça peut résulter en un burn-out autistique si cela se poursuit sur un long terme puis que j'ai pas pu prendre soin de moi là, à ce moment-là. Quand ici, on parle de shutdown ou de type implosion, fait qu'en fait, lors d'une surcharge, ben, moi, je me replie naturellement ben, fait sur moi-même. C'est probablement le premier réflexe que j'ai. C'est pour me protéger, en fait, d'une souffrance selon mes anomalies sensorielles ou au niveau du traitement de l'information selon la situation. Puis normalement, ben, en fait, je vais prendre tout simplement le temps seul dans une pièce à part. Ou il existe aussi, en fait, le meltdown, qui est de type explosion. Moi, je dis moins celui-là, par contre, parce que ben, maintenant, je suis capable je me connais mieux, puis je suis capable de me diriger dans un lieu plus calme, là. C'est quand, en fait, c'est impossible pour moi, justement, de me replier sur moi comme si je serais dans un lieu social et que ça serait impossible de m'en sortir. À ce moment-ci, c'est la fameuse crise que tout le monde le connaît de type explosion. Donc, à ce moment-là, c'est vécu vers l'extérieur. Certaines personnes mal informées sur l'autisme ou se référant à des expressions ou réponses automatiques ou des idées préconçues me répondent, et ça, j'entends ça à toutes les semaines de différentes personnes, en fait. Donc, ils pourraient me répondre à tous les parents qui, sur les enfants, c'est normal de se sentir dépassé. Ou, ah, c'est vrai qu'une chambre pas rangée, c'est visuellement agaçant. Ou, ah, bien, il faut prioriser le lâcher-prise sur le ménage, ça peut attendre plus tard. L'important, c'est les enfants. Moi aussi, j'aime que tout soit rangé à ma façon. Parce que tous les enfants ne ramassent pas leurs souliers dans l'entrée avant un certain âge. Il faut établir une routine. Puis là, on me donne des conseils. As-tu pensé à une méthode de récompense? J'ai une amie qui a fait ça, puis ça a marché. Donc, finalement, ces personnes terminent la phrase en me disant, tout le monde sont comme toi. Tous les parents vivent la même chose que toi. Oui, et tous les parents vivent les mêmes situations. Hein? On est bien d'accord que tous les parents ont des enfants qui ramassent pas leurs souliers dans l'entrée ou à peu près, là. Mais on vit pas nécessairement la même situation de la même manière. Hein? On va prendre l'exemple de la pandémie. J'ai plein d'amis qui étaient en couple ou avec des enfants ou d'autres colocataires. Et donc, eux, le confinement, bon, OK, leur frère ou leur sœur ou leur mère ou leur coloc leur tombait un peu plus sur les nerfs, mais ils avaient de la compagnie. Moi, pendant le confinement, je n'avais pas d'Internet, pas de téléphone et je vivais seule chez moi. Donc, nous avons vécu la même situation, un confinement lié à la COVID-19, mais je ne l'ai pas vécu de la même manière que mes amis. Non, c'est un très bon exemple, effectivement. Euh, Puis en fait, ça peut même être assez frustrant. Justement, c'est là que moi, mes émotions là, font surface à ce moment-là. Moi, en fait, quand on me répond ces phrases automatiques-là, j'ai juste le goût de me dire stop. En fait, moi, je refuse cette réponse. Tu sais, je comprends le point que justement les parents sont mécontents que leur enfant se ramasse pas ou bien qu'ils crient durant les périodes de jeu actifs quand ils viennent trop hyperactifs. Mais c'est pas vraiment la difficulté que moi je nomme. Les conséquences sur moi sont pas du tout les mêmes ni ne durent le même temps. Sinon, il y a beaucoup plus de personnes autistes que je l'imagine. Ouais, et là, j'ai vu un commentaire, je t'ai écrit, il y a un peu de ça, en effet. Bon, ça fait presque 10 ans là maintenant que je me promène sur les forums d'autisme, autant des forums qui sont dédiés plus pour les parents d'enfants autistes, des forums qui sont dédiés pour permettre aux parents d'enfants autistes de jaser avec des adultes autistes. Donc, ça fait quand même longtemps que je m'implique dans la communauté. Et j'ai souvent remarqué que les personnes qui me disent, ben, moi aussi c'est comme ça, ben, à force de les connaître, je me rends compte que ils ont beaucoup de signes qui sont pas neurotypiques. Ou bien elles ont d'autres difficultés qui vont rendre leur quotidien plus difficile que les personnes normales. Par exemple, ça se peut qu'il y ait un trouble de personnalité sévère qui peut aussi faire que tu vas avoir de l'irritabilité, de la fatigue supplémentaire, etc. ou une maladie chronique. Puis des fois, c'est des personnes qui s'avouent pas qu'elles sont différentes, elles s'avouent pas qu'elles ont des difficultés, un traumatisme, elles s'avouent pas qu'elles ont probablement autistes ou qu'elles ont des forts traits autistiques ou qu'elles ont des forts traits de TDAH, etc. Et donc, justement, oui, elles ont un vécu plus difficile. Et c'est souvent ces personnes-là, moi, que j'ai remarqué, qui sont le plus véhémentes envers les personnes autistes à leur dire, ben, c'est dur pour tout le monde. C'est pas le même niveau de difficulté pour tout le monde. Tu sais, je vais donner un autre exemple encore. Quand j'étais plus jeune, les gens avec qui je travaillais, après la job, allaient au bar, veiller au bar. Je veux dire, moi, c'était impensable. J'arrivais chez moi, je fermais la porte, je m'assoyais, je m'effondrais en larmes parce que j'étais en meltdown. Je n'aurais pas pu aller au bar. Le bruit, c'est un de mes principales charges. Le bruit, c'est une de mes principales sources de surcharge.
Et ces gens-là disaient qu'ils étaient épuisés après le travail. Ce n'est pas vrai. J'étais épuisée. J'étais effondrée au sol, à pleurer, incapable de me faire même un souper. Eux, ils étaient pas épuisés, ils étaient légèrement fatigués. Donc, il faut faire attention. Et si vraiment, vous aussi, vous vous effondrez en arrivant du travail, en pleurant, et que vous pensez que c'est normal parce qu'on vous a dit que c'est normal, ce n'est pas normal. Je peux vous le dire, là. Les personnes qui vivent ça, ce n'est pas normal. Et la même chose, si juste s'occuper de vos enfants, ça vous épuise au point que vous devez justement ça devient préoccupant pour votre santé, ce n'est pas non plus normal. Et tu sais, souvent, les femmes vont être diagnostiquées beaucoup plus tard, les femmes autistes, et ça fait en sorte qu'elles se retrouvent justement à vivre très, très longtemps au-delà de leurs limites. Et je pense que il y a beaucoup de ça là, dans des personnes qui vont nous dire, ben moi aussi c'est difficile. Il y a des gens qui comprennent juste pas le niveau de difficulté qu'on vit, mais il y en a qui vivent le même niveau de difficulté et qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas normal. Moi, ça m'a pris tellement d'années avant de comprendre que c'était pas normal d'avoir un pareil niveau de difficulté. Non, exactement. D'ailleurs, justement, tu sais, pour les hypersensibilités auditives, admettons, avant d'avoir des enfants, ben, je me rendais pas compte que je faisais attention au bruit plus que la normale. Je trouvais que les autres étaient bruyants, là, en soi, mais je veux dire, comme exemple, moi, quand je ferme une porte d'armoire, je la ferme, puis le dernier centimètre, là, ça peut me prendre 20 secondes avant de finir par le fermer parce que je m'assure que ça fait aucun bruit. Tu sais, même chose avec le micro-ondes ou quand je descends les marches. Tu sais, des fois, il y a une marche qui craque, là. Ben, moi, je sais exactement à quel endroit elle craque et je marche à côté de ça. Mais moi, je croyais que les gens étaient comme moi. Donc, en fait, bon, c'est ça. C'est sûr que là, c'est pour moi une période d'adaptation quand j'ai des enfants parce que je peux pas leur éviter de faire du bruit, là. Mais voyez-vous, c'est ça. Donc, quand que les gens ont tendance à me répondre des phrases automatiques, là, je me dis, mais eux autres aussi, peut-être, qui ont des hypersensibilités qui n'ont pas, comme tu disais. Parce que, donc, des fois, on ignore que on est différent des autres jusqu'à ce que on soit poussé à bout de ça. Exact. Et donc, sinon, je n'aurais pas vécu, ben, en fait, ça, tout ce que j'ai vécu par le passé sans que personne ne me comprenne. Je peux admettre avoir les mêmes difficultés que les parents en général, mais j'en ai d'autres qui correspondent à ma condition d'autisme en plus à gérer. Et c'est sur ces points que je recherche un soutien ou une écoute. C'est faux que les parents sans anomalie sensorielle sont aussi sensibles qu'une personne autiste au bruit. Je trouve que les adultes en général très bruyants et j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas aussi bien que moi. À quel niveau, en fait, mettez-vous le volume de votre télévision quand vous le regardez? Moi, en fait, c'est vraiment au minimum. Niveau 7, ça dépend des télévisions, là, mais c'est vraiment au minimum. Quel est le niveau de volume de votre voix? La mienne, en fait, personne ne m'entend. Souvent, il faut que je répète 2, 3 fois avant qu'on finisse par m'entendre parce que j'ai pris l'habitude de ne pas parler fort. Euh, Dû à mon hypersensibilité. Quand vous gagnez aussi, mettons, une partie de carte où vous jouez à un jeu de société, ben, en fait, la plupart des gens s'exclament haut et fort, ah oui, j'ai gagné. Moi, je fais pas ça non plus. Donc, en fait, tous ces exemples m'ont fait croire en fait que j'étais différente des autres et que les gens en général supportent mieux le bruit que moi. C'est la même chose pour les spectacles, justement, comme les bars tantôt. Moi, non, j'ai jamais été là, puis je crois pas, j'envisage pas d'y aller non plus. Donc, maintenant, imaginez en présence d'enfants. Alors, non, en fait, on vit pas les mêmes difficultés. Comme j'ai mentionné plus haut quant aux surcharges, combien de cela vous arrive par semaine? Je fais rarement en fait, des effondrements autistiques, c'est plutôt rare, mais il peut m'arriver à l'occasion de faire des surcharges et je dois prendre soin donc de moi et ça m'enlève du temps dans ma journée. Là. Quand ça arrive, ça c'est sûr que je mets les choses de côté, puis ça ira à un autre moment quand je reviendrai là, à mon état plus normal. Outre cela, je me sens vraiment en décalage aussi par rapport à mes valeurs de maman, car je dois passer plusieurs moments en retrait pour revenir à un état normal, et puis cela peut inclure, par exemple, d'annuler une sortie au parc qui était prévue aujourd'hui. Cela m'attriste à tous les coups. Alors, j'ai aussi en fait ces émotions-là que je dois gérer, par exemple la honte ou la culpabilité. Le deuxième point aussi, qui fait que j'aime plus ou moins là, l'expression d'être comme tout le monde et unique, là, c'est qu'en fait, moi, j'essaie d'exprimer que j'ai pas assez de 24 heures dans une journée pour faire le strict minimum. Ça, c'est vraiment un autre point que j'aimerais vraiment pouvoir décrire d'une meilleure façon parce que j'ai souvent l'impression qu'on ne saisit pas l'ampleur de mes déficits. Voici ce qui me fait dire que je manque d'heures dans une journée, mais qui sort de ce qui est normalement vécu par la population en général. Ne pas connaître à l'avance ce qui grugera mon énergie dans ma journée ou les difficultés que je rencontrerai, celles qui seront affectées par mon traitement de l'information qui fonctionne plus lentement, celles qui activeront mes anomalies sensorielles, les interactions sociales ben, que j'aurai à traiter, les imprévus qui surviendront,
des tâches en plus de celles qui font déjà partie de la routine quotidienne que je dois ajouter à l'horaire, un besoin de repos que je n'avais pas planifié qui vient défaire les plans, etc. Ben, en fait, il pourrait en avoir d'autres là, qui pourraient s'ajouter. Dès que cela touche un déficit ou une limitation, cela prend énormément plus de temps que la moyenne des gens. C'est aussi là que je perds un temps précieux. Je dois prévoir du temps pour assimiler les interactions sociales, les informations que j'ai reçues de mes sens, la planification dont je prends beaucoup plus de temps, car pour moi, la planification doit être terminée avant de me mettre à l'action au lieu de pouvoir improviser au fur et à mesure. Quand je parle de ça, voici donc les réponses automatiques que je reçois. Ben, tout le monde a 24 heures et tout le monde manque de temps. C'est un problème de société où il faut prioriser et alterner à chaque journée de nouvelles priorités. Tous les nouveaux parents se sentent submergés durant les premières années. On ne peut pas prévoir tous les imprévus et personne n'aime ça. Tu peux annuler une activité sociale si tu n'en as pas l'énergie. Ou ben, tu pourrais demander au conjoint d'en faire plus, peut-être. Ouais, je vais dire mon commentaire par rapport à la phrase automatique qui est on ne peut pas prévoir tous les imprévus et personne n'aime ça. Bon, je suis pas d'accord en fait que personne n'aime ça, parce que la plupart de mes amis neurotypiques trouvent que je suis un peu ennuyante parce que justement je n'aime pas les imprévus. Ça veut dire que eux en réalité ils aiment avoir des imprévus. Et là vous allez me dire ben ils aiment des imprévus positifs mais pas ceux qui amènent du négatif. Oui, c'est vrai, ils n'aiment pas les imprévus négatifs. Déjà, ce serait plus vrai comme phrase. Mais ce que les personnes neurotypiques n'aiment pas dans l'imprévu, c'est l'aspect négatif que l'imprévu amène. Mettons, la route est en travaux, il y a eu un accident, il faut faire un détour, ça va être plus long et donc on va arriver en retard au film et donc je vais manquer le début du film. C'est ça qui les dérange. Moi, ce que j'aime pas, et pour la plupart des personnes, c'est ça, c'est que je dois recalculer tout l'ensemble de ma journée parce que comme Elisa a dit tout à l'heure, je peux pas commencer à faire quelque chose avant d'avoir tout planifié cette chose-là. Et donc, si par exemple, j'étais partie faire une sortie au cinéma, ce que je fais pas, mais disons, eh bien, le détour va impliquer de recalculer la route parce que je pourrais pas juste suivre le flot de la circulation. Il va falloir que dans ma tête, je comprenne le détour et qu'est-ce que ça signifie, où il va falloir que je passe et tout. Je peux pas juste suivre les autres. J'ai pas cette capacité-là d'improviser comme ça. Et donc, je vais perdre beaucoup de temps. Je vais être obligée de me tasser sur l'accotement, arrêter dans un stationnement, quelque chose pour regarder la carte et comprendre et pouvoir et tout repenser ma journée. Et ça, c'est pas quelque chose que mes amis neurotypiques vivent. Je le vois pas. Ils sont capables de juste y aller, comme les Anglais disent, go with the flow, improviser, qu'on pourrait dire en français. Et ils n'ont pas de problème avec ça. Ce bout-là ne les dérange pas. C'est facile pour eux. Leur cerveau a une flexibilité que le mien n'a pas. C'est intéressant, tout à fait. Puis ça me fait penser, moi, j'en ai vécu un dernièrement, puis le premier réflexe que j'ai eu qui semblait me déranger, c'était, ben, en fait, au lieu de visiter une personne 5 heures, elle nous avait invité à la visiter plus longtemps. Puis, dans la voiture, j'ai juste dit, ah, ben là, j'aurai pas de temps pour moi. Parce que j'avais planifié, moi, dans l'avant-midi, de prendre du temps pour moi pour être capable de faire cette sortie sociale-là. Mais là, ça venait de défaire les plans, puis j'avais pas organisé d'autres moments où je pouvais me libérer. Puis, ben, en fait, ben, ça a fini que j'ai refusé de l'avoir plus longtemps, puis on s'est tenu au plan A, là, mais tu sais, cet imprévu-là, moi, j'étais pas capable de la gérer sans que ça ait des répercussions sur moi après. Ouais. Donc, normalement, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens en général qui seraient même contents d'extensionner le moment qu'ils voient avec l'autre personne, mais c'était pas vraiment la réaction que j'ai eue. Non, puis en plus, tu as probablement été perçu comme il y a juste le mot anglais qui me vient selfish. En français, c'est t'as probablement été perçu que tu pensais juste à toi, hein, parce que t'as dit j'aurai pas mon moment pour moi. Mais c'est pas un moment pour toi dans le sens de parce que tu veux pas voir les autres, c'est un moment qui est nécessaire pour, comme tu as dit, que tu sois assez reposé et calme et en forme pour pouvoir être justement bien te comporter, entre guillemets, là, pouvoir être toute là avec les autres, puis que ce soit agréable pour tout le monde pendant la rencontre. Mais souvent, ça va être interprété, quand on dit ça, j'aurai pas mon moment pour moi, ça va être interprété comme qu'on veut pas les voir ou qu'on les rejette ou qu'on pense juste à nous. Oui, ça ressemblait à ça, effectivement. Donc,
ça, ces phrases automatiques-là, j'ai l'impression qu'on pense que j'ai pas essayé, en fait, les trucs classiques, que je mets de la pression inutile, que je sous-estime les difficultés des autres, que je ne sais pas organiser mon horaire du temps, que je dois accepter qu'être référent, c'est pas facile, etc. Il faut arrêter ces pensées automatiques si on ne connaît pas l'autisme. Il ne faut pas que vous vous référiez à vos expériences et difficultés pour répondre quelque chose. Il faut être capable de se mettre dans ma peau et ensuite les réponses seront peut-être plus sensées à mes yeux. Oui. Euh, Puis le problème, puis ça c'est quelque chose que j'ai appris vraiment très récemment. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des cours du programme de techniques d'éducation spécialisée dans les 5 dernières années. Et dans les cours de psychologie au cégep, c'est là que j'ai appris, hein, et j'avais plus de 40 ans, que les personnes neurotypiques vont évaluer la réalité des autres en se posant toujours une question. Et c'est pas nécessairement conscient, mais inconsciemment, c'est le processus qu'ils font. C'est qu'ils vont se demander comment est-ce que je me sentirais et je réagirais si j'étais dans la même situation que l'autre personne. Donc, quand une personne neurotypique te dit qu'elle a utilisé son empathie, c'est ça qu'elle veut dire en fait. Elle veut dire que elle s'est demandé, moi, dans la même situation, comment je me sentirais ou comment je réagirais. Mais le problème, c'est que nous autres, les personnes autistes, ben, dans la même situation, on se sent différemment qu'eux, ils se sentiraient, puis on réagit différemment qu'eux, ils se sentiraient. Par exemple, à cause de nos anomalies sensorielles, à cause de nos déficiences cognitives, puis de nos autres difficultés qu'on a. Alors, quand ils se posent cette question-là à notre sujet, ben, ils se trompent. Puis quand nous, on se pose la même question à leur sujet, ben, on se trompe aussi. Parce que bien sûr, eux non plus, là, ils ressentent pas les choses. Donc, si moi, je me pose la question comment je me sentirais dans la situation, ben, j'obtiens pas la bonne réponse. Par exemple, je prends toujours le même exemple, mais parce qu'il est simple à comprendre. Moi, quand j'étais enfant, puis on me disait que j'étais pas fine parce que je m'occupais pas des gens quand ils pleuraient. Mais moi, quand je me demandais, on me disait pas ça au début. En fait, on me disait t'es pas fine avec les gens qui sont tristes. Et moi, dans ma tête, j'étais super fine. J'ai laissé tranquille dans leur coin. Parce que moi, quand je pleurais, c'était ça. J'avais besoin d'être tranquille dans mon coin pour me ressaisir, me calmer, tout ça. Et donc, dans mon point de vue, j'étais super gentille. Je faisais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Mais en fait, les autres, ils voulaient être consolés, ils voulaient une présence, ils voulaient être serrés dans les bras, toutes des choses qui pour moi sont agressantes. Et le problème, c'est que c'est un problème bidirectionnel, le problème d'empathie entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques. Mais on va tout le temps juste nous reprocher à nous de pas comprendre les autres, mais les autres ne comprennent pas plus. Et ça peut être vraiment frustrant pour une personne autiste de vivre ça continuellement. Puis ça peut faire en sorte qu'on en vient à penser que les autres sont juste malveillants, ils n'ont pas de bienveillance, parce que ben ils font jamais les choses que moi j'aurais besoin. Ils disent qu'ils ont de l'empathie. Donc si ils font pas ce que j'ai besoin jamais, ben ça veut dire qu'ils sont malveillants. S'ils savent c'est quoi mon besoin, mais qu'ils y répondent pas, ça veut dire qu'ils sont malveillants. Et je vois beaucoup d'adultes autistes et d'adolescents autistes qui ont développé cette croyance-là. Puis moi-même, quand j'étais ado, j'avais développé cette croyance-là, qui est une fausse croyance parce que qui s'est basée sur l'idée qu'il y a un lien entre la bienveillance et la capacité de comprendre l'autre. Il n'y a pas de lien. On peut être super bienveillant, bien pensant envers l'autre, vouloir l'aider, mais pas comprendre son problème, pas comprendre son besoin, puis pas faire la bonne action pour l'aider. Stéphane, j'en étais un peu venue à la même conclusion. L'empathie existe sous plusieurs formes et elle peut être possible en présence de personnes similaires à nous ou parce que nous avons acquis énormément d'expérience ou de connaissances sur un fonctionnement différent du nôtre. Je pense même que j'ai la faculté d'avoir de l'empathie pour les personnes autistes et aussi pour les personnes neurotypiques parce qu'en fait, j'ai beaucoup observé là, comment ils se comportaient, puis j'ai beaucoup questionné les gens aussi pour les comprendre. J'ai lu aussi beaucoup de livres aussi sur la psychologie ou la sociologie pour justement essayer de bien me comporter puis bien réagir, mais aussi comprendre aussi les comportements des autres. Puis en fait, je crois, en mesure d'être capable d'anticiper ou de comprendre les émotions et les comportements en général. Même que c'est une qualité, en fait, qu'on me dit souvent. Donc, je me base aussi là-dessus là, pour le dire. Euh, C'était avant de savoir, en fait, que j'étais autiste ou de côtoyer les personnes autistes. D'ailleurs, en recevant le diagnostic, c'était une des choses qui m'avait un petit peu fâchée. Cette description de l'autisme comme quoi il y a un déficit au niveau de l'empathie. Toute ma vie, j'ai trouvé que non seulement que les autres manquaient d'empathie à mon égard, non seulement à mon égard, mais aussi je remarquais qu'ils manquaient d'empathie entre eux. Mm. Je trouve que les valeurs sont pas assez universelles.
C'est toujours selon ma définition. Ensuite, en étudiant en gestion de projet, j'ai eu un cours en communication, puis il parlait beaucoup de l'empathie. J'ai compris en fait que eux, leur utilisation de l'empathie était dans un but social et non de morale. J'ai alors compris ma différence. Eux autres, en fait, ils priorisaient vraiment l'empathie et non la compassion, même qu'ils la désencourageaient dans un but de gestion de projet. Ils vont utiliser l'empathie dans un cadre prédéfini pour améliorer leurs relations sociales ou leur statut, ou bien pour conserver un emploi. Bref, l'empathie leur sert à eux-mêmes, même si en apparence, ils s'ouvrent à l'autre. En fait, c'est pour faciliter la communication. L'empathie dont je fais preuve, moi, c'est plutôt tourné sur la morale, puis ça réfère davantage à mon code de valeurs tels que l'ouverture, le respect, la bienveillance et l'équité. L'empathie, je la mesure pas en termes de qualité de relation ou de communication, mais bien en termes de bien et de mal. Le fait de retirer un bénéfice n'est pas la priorité, mais bien pour la logique de bien agir. Même que des fois, je fais preuve d'empathie, puis c'est tellement équitable que ça me nuit à moi. Là. Je prends pas de mon bord du tout. Donc, je remarque que l'empathie qu'eux font, ils iront jamais à l'encontre de leur but ou de leur objectif à utiliser cette empathie-là. Oui, puis même, on pourrait mettre dans la vidéo un lien vers une étude que j'avais lue dernièrement qui a démontré, dans le fond, il y a un test de psychologie qui est utilisé pour voir si la personne, elle va penser au bien global du groupe ou plus à son bien à elle directement ou au bien d'une seule personne. Puis c'était démontré par cette expérience que les personnes autistes par rapport aux personnes neurotypiques choisissaient une décision en fonction du bien du groupe. Et c'est mon expérience aussi dans le milieu de travail, quand j'ai travaillé avec des personnes, pas juste autistes, mais les personnes neurodivergentes en général vont davantage prendre des décisions en fonction de valeurs, donc en fonction de la morale et en fonction du bien commun, Mm. même si ça les désavantage, comme tu dis. Et moi, j'ai souvent fait ça. J'ai eu des postes de gestion plein de fois dans ma vie. J'ai eu mon entreprise et j'ai souvent pris des décisions qui ne m'avantageaient pas particulièrement ou même me désavantageaient, mais qui je savais qui allaient être soit pour le long terme ou pour le groupe mieux. Donc, quand on me répond ces phrases qui me blessent, qui me rendent confuse, qui m'obligent à me comparer ou à me justifier davantage et qui touchent ma confiance en moi, ça ne sert à rien. Je ne comprends pas comment transposer ça en concret. Ah oui, et là, je t'avais mis un commentaire, je vais le lire. Ça dit, je disais, bien sûr, tu sais, que tu comprends pas comment le transposer en concret parce que la personne, elle t'a pas donné aucune piste de solution. Elle a juste tenté de sympathiser puis de normaliser ton vécu. Ce qui est bon, je recommande même ça dans mon livre de normaliser le vécu des personnes autistes parce que souvent ils ont pas nécessairement beaucoup d'amis. Moi la première, j'avais pas d'amis, fait que je savais pas ce qui était normal dans une vie, tout ça. Mais et ce serait correct comme intervention si tu étais une personne qui a un niveau de défi normal, moyen. Mais ça devient carrément du gaslighting. Du gaslighting, c'est faire faire déni de la réalité de la personne, tu sais, comme dire que ça n'existe pas sa réalité. Et au point que la personne vient à ne plus croire elle-même à sa réalité. Donc, c'est faire du gaslighting parce que t'as pas un niveau de défi normal. Ton niveau de défi est élevé au-dessus de la moyenne. Alors, il faut faire attention de pas penser aussi que toutes les personnes qui vont nous dire ça sont malveillantes. J'ai longtemps été dans ce piège-là. Je pensais, tu sais, que c'était méchant, tu sais, de me dire ça, qu'ils faisaient ça méchamment. Parce que leur intervention, elle peut partir d'une bienveillance vraiment sincère. Elle peut juste pas être capable d'imaginer le niveau de difficulté avec lequel je vis. Oui, je comprends qu'ils sont bienveillants. Puis essaient sûrement de m'aider en offrant des solutions qui marcheraient pour eux. Ils n'ont peut-être pas conscience non plus de tous les trucs que j'ai déjà essayé, de ce que j'ai déjà mis en place. Il y a des difficultés, des situations que je vis où j'aime qu'on normalise un peu mon vécu. Comme un exemple que j'ai vécu. Donc, à un moment donné, il y avait une souris qui était rentrée chez moi, puis en fait, j'avais contacté mon intervenante pour valider mes actions. Puis ça, si j'avais rien oublié là, à faire pour m'assurer qu'il n'y ait pas une invasion de souris chez nous. Donc, en fait, elle m'a répondu que toutes les maisons centenaires, c'était normal, surtout en campagne, d'avoir une souris ou deux là, qui rentrent à chaque automne. Puis ensuite, elle m'a demandé si ce que j'avais fait là, jusqu'à maintenant. J'ai énuméré les solutions, les trucs que j'avais mis. Elle m'a proposé quelques-unes qu'elle connaissait que j'avais pas fait encore. Puis ben, en fait, là, j'ai très bien pris.
qu'elle est normalisée puis qu'elle est comparée à la norme, en fait, parce que ben je me suis pas sentie invalidée, au contraire, quand c'était ce que j'avais besoin. J'avais besoin qu'on m'assure que je répondais en fait aux critères là, normal pour la salubrité de ma maison, là, si on veut. Là, c'était une difficulté où la sympathie, la normalisation, justement, la comparaison avec la norme était nécessaire. Oui. Je voulais justement m'assurer bon, c'est ça, que j'agissais comme il se devait. Mais dans d'autres situations ou difficultés comme celles que j'énumère dans cet article, je ne recherche pas en fait cela. J'ai besoin qu'on valide mes efforts supplémentaires, qu'on me parle de mes difficultés et pourquoi j'y arrive pas comme un des autres, un autre, et après cela, voir avec moi où j'en suis rendu dans mes stratégies, ce que j'ai essayé ou pas, ou ce qui a fonctionné ou pas. Exact. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, dans les cours de technique d'éducation spécialisée, il y avait un des cours qui était relation d'aide, et dans ce cours-là, il nous disait spécifiquement, et ça a été nommé aussi dans plusieurs des autres cours, que c'est important de ne pas donner des conseils pratiques et de ne pas aller dans les stratégies précises, et que ce qui est important, c'est de démontrer notre empathie puis que la personne elle se sente comprise. Mais souvent avec les personnes autistes, et je pense vraiment que beaucoup de personnes, ils vont nous dire des phrases de ce genre-là pour juste démontrer que ah oui, je comprends que c'est difficile, nanana. Mais le problème, c'est que c'est pas ça qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin vraiment de stratégies concrètes pour résoudre le problème ou le diminuer du moins. Et moi, ça m'arrive souvent de vivre des frustrations avec des intervenantes qui vont justement rester juste dans la superficialité de dire ah oui, je comprends que c'est difficile, mais qui vont pas aller m'aider et qui vont s'imaginer que je vais être capable de faire moi-même la résolution du problème. C'est bon. Euh, Sinon, en fait, un autre des points, justement, là, une des phrases automatiques, là, comme dit, en fait, c'est de gérer mes priorités. Ici, ben, en fait, pourquoi est-ce que moi, ça m'affecte comme ça quand on me dit cette phrase-là? C'est qu'ici, je parle pas d'activité de loisirs ou de refaire la peinture de la salle de bain. Ce temps-là, je peux en rêver en couleur. J'imagine même pas que ce soit possible pour moi de dégager du temps pour ça un jour. Sauf si, exemple, je prends une semaine de vacances ou un temps supplémentaire pour ça. Je parle de répondre à mes soins de base, de cuisiner, d'aller à des rendez-vous de santé, de travailler, de passer un minimum de temps avec mes enfants ou de faire le ménage minimal pour entretenir une maison. Ici, ben, en fait, je parle pas de faire le grand ménage, là. Je parle juste du balai, de la vaisselle, de laver les surfaces sales, de ramasser les jouets un minimum pour que ça soit sécuritaire, ou la lessive, de faire la routine quotidienne avec les enfants, de cuisiner des repas sains ou d'aller à l'épicerie. Ça ressemble pas mal à ça, ce que je fais dans une semaine ou à chaque jour. Juste ça, et je suis, ben, en fait, en burn-out autistique depuis 3 ans, donc j'ai vraiment toutes mes capacités. Tout le reste, comme des activités, comme, mettons, aller chez le dentiste ou aller chez le coiffeur ou faire une rénovation quelconque, un appel téléphonique autre que ça, ben, en fait, je le fais pas. Quand tout s'accumule suffisamment pour que ça devienne urgent, je dois justement arrêter de travailler pendant X temps. Donc, je ne sais pas de quelle priorité vous parlez ou de ce que je dois éliminer de mon quotidien, mais je ne pense pas que je puisse sauter une journée pour le brossage des dents de mes enfants. J'alterne déjà les tâches ménagères. Un jour, je fais le balai, le lendemain, je fais une brassée de lavage, puis le pliage du linge, j'attends souvent plusieurs jours. Croyez-moi, je fais déjà le minimum. Pour les interactions sociales, j'ai déjà aucune interaction pour moi. Les seules que j'ai sont soit pour le travail, soit pour l'école ou la garderie, quand on va à l'épicerie, ou bien, ben, en fait, pour répondre à une des responsabilités qui fait partie du strict minimum que je viens d'énumérer. Encore une fois, je peux couper nulle part. J'ajoute à ça les sorties sociales pour mes enfants, car je trouve encore quand même important là, de stimuler, d'encourager leur intégration dans la société, de faire des activités ou d'encourager le développement de relations d'amitié. Donc, exemple, inviter un ami de ma fille à la maison, une fois de temps à autre. Vous serez d'accord que pour le bien de mes enfants, je ne peux pas retirer ça de mon horaire non plus. Pour ma part, je ne visite personne pour répondre à mon besoin d'amitié et mon conjoint non plus. Je ne peux même pas m'offrir cette possibilité. Donc, suis-je réellement comme tout le monde? Ai-je les mêmes difficultés que tous? Je ne crois pas. Et c'est moi qui vis avec mon sentiment de solitude et de pouvoir répondre à mon besoin social afin d'économiser mon énergie pour le strict minimum. Ouais, et le X, c'est qu'une personne neurotypique va lire ton texte ou t'écouter jaser, puis elle va te dire ce que moi on m'a dit très souvent. On m'a souvent dit, ben là, c'est sûr que tu perds du temps dans quelque chose. Est-ce que tu passes ton temps de droguer puis t'es parti sur un high? Ou est-ce que tu joues à des jeux vidéo 4 heures par jour? Ou est-ce que tu passes toute la soirée à écouter des téléromans? Je fais rien de tout ça.
mais je manque quand même de temps moi aussi. Et ce que les gens ne voient pas, encore une fois, c'est nos déficiences invisibles, les déficiences cognitives, les anomalies sensorielles, les difficultés de communication. Euh, et tout ça, ça fait que juste les tâches et les activités essentielles du quotidien me prennent plus de temps à planifier, à organiser, à effectuer, puis même, il faut que je fasse un retour après pour voir si finalement je l'ai fait comme il faut, puis qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour la prochaine fois. Et j'ai aucun de mes amis neurotypiques qui passe du temps à planifier comment ils vont faire la lessive, mais moi je dois encore suivre une, une séquence qui m'explique comment faire la lessive, et je fais la lessive depuis l'âge de 8 ans et j'ai 45 ans. Alors, ce n'est pas du tout le même niveau de difficulté, mais c'est invisible mon niveau de difficulté. Euh, Concernant les imprévus, ben, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça. La plupart des personnes autistes ont des défis supplémentaires à ce niveau et ressentent de l'anxiété ou deviennent désorganisées. Ça, c'est un temps supplémentaire pour gérer cette anxiété et aussi pour prendre le temps de se réorganiser. J'ai aucun pouvoir sur cela, c'est limité par mes déficiences. Bien sûr, il existe des trucs pour ça. Je suis justement en train de faire ce développement personnel-là, mais je ne peux pas aller plus vite que les services que je reçois ou ma capacité d'apprentissage à ce sujet. Mon conjoint fait déjà beaucoup dans les situations qui me causent des difficultés et qui touchent mes limitations, et je m'occupe des tâches qui sont plus faciles pour moi. Il me laisse prendre des moments de retrait au besoin et me laisse gérer la routine quotidienne et tout ce qui touche à la planification, afin que ce soit en fait adapté pour moi. Il me laisse tout l'espace et le temps nécessaire pour que je fasse aussi mon développement personnel. Bon, bien sûr, ben, lui aussi, il a ses limites et besoins. Il a aussi besoin de prendre soin de lui, puis je peux pas lui en demander davantage. Nous habitons éloignés de notre famille, puis je connais personne vraiment d'autre qui pourrait venir nous aider, nous offrir un soutien. Bien sûr, vous pourriez me proposer, mettons, de me pencher vers des organismes ou un centre de répit ou d'interagir. En fait, d'interagir avec ces nouvelles personnes, c'est d'ajouter d'autres interactions sociales supplémentaires et ça ne fait qu'ajouter à la surcharge déjà existante. Vous comprenez? Ouais, et Est-ce ça, c'est quelque chose, hein. Souvent, tu sais, les intervenants, ils vont dire, ben, t'as juste à appeler à tel endroit, ils donnent des repas congelés, mettons. OK, mais premièrement, explique-moi comment faire la démarche, je ne sais pas. Deuxièmement, je vais appeler là, ils vont me poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Troisièmement, c'est des nouvelles personnes avec qui je dois interagir que je ne connais pas et ça va me demander énormément. Donc finalement, peut-être que ça va être plus facile finalement de cuisiner moi-même un plat que de faire cette démarche-là. Et pour vous, ce serait le contraire. Mais pour une personne qui a des difficultés avec les interactions sociales, la communication et faire face à des nouvelles situations, ben, essayer d'utiliser l'aide d'une nouvelle personne, c'est une tâche en soi. En tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est une tâche en soi, là, ça. Même que j'ajouterais que pour se rendre, on doit prendre une voiture, là. Puis ça, ben, ça vient m'ajouter des hypersensibilités lourdes. J'aime pas du tout les moments en voiture, là, tu sais, parce que, ben, en fait, soit au visuel, il y a beaucoup de choses à traiter, même les mouvements de la voiture, tout ça. Ça fait en sorte que finalement, ça me décourage quasiment à prendre la voiture pour m'y rendre, là. Hey, sans compter qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui conduisent pas, hein, qui sont Non, ben, moi, je dépendantes. conduis pas, là. Je suis juste passagère quand je dis ça, là. Ah, c'est un bon point que tu sais bien que tu le nommes, parce qu'en effet, souvent les gens vont penser que c'est pas fatigant si on est passager, mais moi aussi, tu parlais, tu sais, des mouvements de la voiture. Moi, j'ai de la difficulté avec le positionnement de mon corps dans l'espace, donc, tu sais, c'est fatigant pour moi faire de la route. Et mais je vais revenir sur mon point que c'est pas toutes les personnes autistes qui ont une voiture, et la plupart des intervenantes ou des personnes bienveillantes qui essaient de nous donner des bons conseils, elles conduisent puis elles se posent même pas la question. Elles dans leur tête, c'est ben, elle va embarquer dans son auto puis elle va y aller. Ça marche si t'as une voiture, mais si t'as pas de voiture, et souvent les gens ne pensent même pas au fait, ils le savent que, tu sais, tu leur as déjà dit, ou ils sont très conscients que t'as pas de voiture, mais ils sont tellement habitués que eux, ils ont juste à prendre la clé, tourner le démarreur et partir, qu'ils ne réfléchissent pas au fait que toi, tu vas devoir en plus organiser un transport si tu veux pouvoir aller, par exemple, à un organisme. Aussi, il faut que tu prennes, exemple, l'autobus de transport en commun. Ben là, c'était toute une autre affaire, surtout avec un jeune enfant, là. Oui. Non, effectivement. C'est ça. Donc, en fait, ben, est-ce que vous connaissez justement beaucoup de personnes dans ma situation qui sont pas autistes? Suis-je vraiment comme tout le monde? Maintenant, comprenez-vous un peu mieux pourquoi cela me blesse quand je reçois toutes ces réponses automatiques-là? Donc, un autre point, une autre phrase, en fait, un autre point qui fait que je me sens là, comme ça quand j'essaie de me normaliser comme que je suis comme tout le monde. Mais en fait, c'est que j'essaie de trouver l'équilibre entre mon bien-être, l'énergie ou le respect de soi et les responsabilités ou attentes sociales.
Ben, j'ai vite compris qu'un objectif, justement, principal dans mon développement personnel, c'était de bien maîtriser et connaître ma barre d'énergie. Non seulement reconnaître les facteurs ou les situations qui la fait descendre rapidement, mais aussi ce qui permet de la remplir à nouveau. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle et la réponse se trouve en moi. Pour cela, je dois être en permanence en mode introspection pour détecter quand mon énergie diminue trop vite ou ce qui lui permet de se régénérer afin de reproduire cela ou d'inclure cette activité plus régulièrement dans ma routine. Si je ne porte pas une attention particulière, je vais passer à côté d'informations ou de signaux importants et je peux me retrouver en surcharge ou en épuisement sans comprendre pourquoi ou bien passer à côté d'un truc super intéressant. Si, par exemple, mon ergothérapeute me donne des recommandations, je dois aussi prendre le temps de les mettre en pratique. Je ne me souviens pas que ce soit le cas de la population générale non plus, mais informez-moi si j'ai tort, parce qu'en fait, je suis sincèrement ouvert à mieux comprendre. Puis là, je t'ai mis un commentaire, hein? J'ai écrit, c'est un peu fort comme ton paragraphe, mais je comprends ton exaspération. Et moi aussi, souvent, là, on va me dire, ben tu sais, moi aussi, c'est difficile, mais les personnes qui me disent ça n'ont pas de déficience, n'ont pas à les consulter pour obtenir de l'aide, n'ont pas à mettre en place des solutions différentes et plus complexes et plus adaptées que la population générale. Donc, ils vont juste faire les choses de la même manière que tout le monde. Moi, je dois concevoir des outils, des stratégies, obtenir de l'aide quand j'arrive pas à les concevoir moi-même, les pratiquer, les mettre en place. Et tout ça, c'est du temps que je perds. Et ce n'est, comme tu as dit si bien, c'est pas tout le monde qui doit aller voir, par exemple, l'ergothérapeute, tu sais. Non, exact. C'est ça. Puis en fait, ben, le fait de reconnaître mes limitations et déficits enrichit automatiquement le respect que je me porte, étant donné que je respecte l'entièreté de ma personne et mes particularités. Nier cela ou essayer de me prouver le contraire me donne l'image que me respecter n'est pas nécessaire et qu'il vaut mieux me généraliser. Pourtant, mes intervenants me prouvent le contraire et m'encouragent à respecter mes limites. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas semer le doute et la confusion dans mon esprit. J'en ai déjà suffisamment à la base. Je suis consciente que tous et chacun peinent à jumeler équilibre personnel ainsi qu'attentes et responsabilités sociales. Je suis consciente de ce problème de société. Toutefois, peut-être qu'en plus de ces difficultés de base qu'avec beaucoup d'êtres humains, j'ai les miennes, en plus qui englobent mes particularités autistiques auxquelles je suis confrontée. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'autisme est source de situation de handicap. Oui, et il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Et même, moi, j'ai eu des fois des situations vraiment difficiles lorsque j'essayais de me joindre à des groupes d'autistes qui se qualifiaient de haut niveau eux-mêmes, qui se disaient Asperger parce qu'ils voulaient être distincts des personnes autistes. Et ces personnes-là, souvent, ils s'imaginaient, à force de jaser avec eux, je me rendais compte qu'ils s'imaginaient que si je dis que je n'ai pas de difficultés, je ne vivrai pas de rejet social. Puis ça, c'est faux parce que si tu as des difficultés, tu vas échouer plus souvent que la moyenne, c'est sûr. Ok, si tu as des difficultés supplémentaires, puis surtout si tu as des déficiences, qui est une coche plus difficile que tu sais, une difficulté, tu peux la surmonter. Une déficience, tu vas pas la surmonter. Et donc, tu vas échouer plus souvent. Tu réussiras pas à atteindre les standards qui sont exigés. Mais là, vu que t'as dit que t'avais pas de difficulté ou que t'avais juste une difficulté, c'est pas une déficience, c'est juste une difficulté, ben les gens, ils vont pas dire ah c'est parce qu'il est en situation de handicap, ils vont dire non non, ils vont dire c'est parce que il se force pas assez, il veut pas, il est paresseux, il est opposant, il est profiteur. Et déjà que même quand tu nommes que t'as des déficiences invisibles, déjà là, même en le nommant, les gens continuent de penser que t'es juste paresseux, profiteur, opposant. Alors, si tu dis en plus, tu prétends que t'as pas de déficience, ben c'est encore pire. Parce que là, au moins, ceux qui pourraient être empathiques au fait que tu y arrives pas, vont même pas pouvoir être empathiques. Et il y a des personnes adultes autistes qui ont cette croyance, il y a des intervenants qui ont cette croyance, il y a des parents d'enfants autistes qui ont cette croyance, puis qui réalisent pas que de nier le handicap, ça n'élimine pas le handicap. Puis, tu sais, on s'est questionné, hein, si on mettait dans ta phrase, ce n'est pas pour rien que l'autisme est source de situation de handicap. Tu sais, on s'est questionné ce qu'on met est source de handicap, est source de situation de handicap, est source d'autres choses. Mais la vraie terminologie, c'est ça, c'est des situations de handicap. Ça veut dire, c'est une situation. Le mot handicap, tout ce que ça veut dire, c'est que tu pars avec un désavantage par rapport aux autres. Effectivement, tu as une déficience
Donc, elle te cause un désavantage. Hein? Donc, c'est la situation d'handicap, c'est exactement ça. Tu es dans une situation où tu es désavantagé. Ça te prend plus de temps, tu as besoin de plus d'explications, etc., etc. Tout à fait. J'ai moi-même, en fait, vécu justement la différence de jugement entre avant mon diagnostic, avant que je sois authentique puis que je fasse tout ce cheminement-là, que j'étais en plein camouflage aussi, involontaire, là, parce que j'ignorais mon autisme. J'étais jugée sur mes échecs sociaux, justement, ou mes difficultés, sans savoir ce que c'était. Et après mon diagnostic, ben, j'ai travaillé à me bâtir mon identité, puis à essayer d'être authentique du mieux que je pouvais. Donc, certains ne comprennent pas ou nient mon autisme ou mes déficits, mais ce n'est plus un jugement d'échec. Et entre les deux, moi, personnellement, ben, en fait, je préfère vraiment être authentique, puis d'avoir ce deuxième type de jugement-là. Dans tous les cas, on va toujours être jugé. Donc, c'est mieux au moins là, d'être authentique. Je ressens vraiment les bénéfices de le faire. Je terminerai en fait ce point en disant que si la plupart des gens ont la capacité de poursuivre leur vie en peinant à jumeler leur équilibre et les attentes sociales, je suis sincèrement contente pour eux, mais j'en suis personnellement plus sensible ou incapable. Je ne crois pas qu'il soit juste de remettre en question mon jugement. Si vous doutez de mon investissement à m'améliorer ou à trouver des solutions, sachez que je passe plus d'une heure par jour à travailler sur moi et une heure, ça c'est quand ça va généralement bien. Combien de personnes connaissez-vous qui investissent autant de temps à cela? En fait, bon, un prochain point sur lequel aussi que je reçois là, ces réponses puis que ça m'amène dans tous ces états, c'est je prends un arrêt de travail car je me sens dépassée. Chaque année, depuis que je suis un adulte, je dois arrêter de travailler de quelques semaines à quelques mois annuellement car je me retrouve soit en dépression ou en burn-out. Bien sûr, cela a plusieurs répercussions sur la stabilité de mes emplois ou sur l'aspect financier. Croyez-moi, quand je demande un arrêt de travail, c'est parce que j'ai déjà enduré longtemps en espérant que tout se règle sans succès et que cela affecte mes besoins de base tels que le sommeil, l'alimentation ou mon humeur. Et qu'un médecin ou un proche me conseille vivement un arrêt de travail. Ce n'est pas par manque d'envie de travailler ou pour me donner des vacances. En fait, j'adore le travail. La plupart du temps, lorsque je suis en arrêt de travail, c'est parce que je souffre intensément et je préférerais vraiment aussi éviter cette situation. Il est courant chez les personnes autistes d'être en arrêt de travail à toutes les années pour de sérieuses incapacités ou épuisements. Je comprends qu'on soit tous uniques et qu'on partage certaines difficultés, mais je ne crois pas que ces phrases en fait s'appliquent vraiment ici non plus. Non, puis on va essayer de mettre en commentaire de la vidéo des études qui parlent justement de ce problème que les adultes autistes vont souvent devoir arrêter de travailler pour des raisons carrément d'épuisement et les problèmes de pauvreté que ça entraîne. On va mettre des liens dans les commentaires de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, ne demandez pas dans ces moments comment je vais arriver financièrement, comme si je n'y avais pas songé ou que j'avais délibérément pris la décision de prendre du repos. C'est forcé comme situation et j'ai généralement enduré très longtemps avant de me rendre là. C'est très courant pour les personnes autistes de ne pouvoir vivre dans un confort financier à cause de ces arrêts de travail fréquents parce qu'on fait un burn-out ou à essayer de s'intégrer au mieux dans la société. S'il vous plaît, n'en rajoutez pas, c'est déjà assez facile. Donc, en fait, je vais terminer en fait l'article en vous faisant un partage de ce qui se passe un petit peu dans ma tête, des pensées que j'ai dans ma tête. Là. Moi, en fait, quand on me dit ces phrases automatiques-là, je me réfère souvent à mon passé, qui est justement une preuve de ma différence. Donc, je ne sors pas ça de nulle part. Donc, je vais aussi vous faire un partage personnel afin justement de vous assurer que je ne suis pas comme tout le monde. Ici, je vous raconte les conséquences que le fait de croire que je suis comme tout le monde a eu sur moi, ne sachant pas que j'étais autiste. Je ne pouvais donc aucunement réaliser ma différence et que je devais prendre action pour mettre en place des stratégies ou chercher de l'aide sans savoir pourquoi je cherchais ce soutien. Et vous savez pourquoi? Parce que toute ma vie, justement, on a cru que j'étais une personne neurotypique, normale, et que je devais cesser de nommer mes besoins. Que je devais agir comme tout le monde et donc me taire et souffrir en silence. Et vous savez quoi? J'ai fini par croire toutes ces personnes. J'ai enfermé en fait mon enfant intérieur et mes besoins dans une cage que j'ai oubliée au fond de moi et j'ai laissé une souffrance immense m'habiter qui a causé des traumatismes. J'ai oublié qui j'étais et je n'ai jamais pu me construire une identité et aujourd'hui, j'ai un trouble identitaire. Je n'ai pas su me protéger des personnes toxiques et j'ai enduré des abus et violences psychologiques qui ont impacté ma santé, mon développement et la qualité de mon futur. Je n'ai jamais pensé à aller chercher du soutien, puisqu'à écouter les autres, j'étais comme tout le monde, et je constatais que peu étaient soutenus par des professionnels, donc je devais juste me taire et endurer. Aujourd'hui, je dois pédaler fort pour rattraper tout cela pour la principale raison que j'aurais dû être diagnostiquée beaucoup plus tôt. Diagnostiquée d'une condition particulière qu'est l'autisme et qui nécessite un soutien permanent.
Oui, et là, je t'ai mis un commentaire pour te dire que c'est pas populaire hein, de penser ça ou de se remettre ça en tête, là, que les personnes autistes vont nécessiter un soutien permanent. Permanent, ça veut dire durant toute la vie. Les intervenants, les parents, les fonctionnaires, tout le monde aime penser qu'on va être capable de devenir autonome. D'ailleurs, j'avais écrit un texte sur le blog sur la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Je vais juste récapituler vite, là. Être autonome, c'est pouvoir faire les choses par soi-même. Donc, par exemple, si je suis capable de changer moi-même les freins de ma voiture, je suis autonome pour la mécanique de ma voiture. Mais si je dois demander à quelqu'un d'autre de m'aider, je ne suis pas autonome, je suis indépendant. Donc, par exemple, si je dois demander à un mécanicien de m'aider à changer mes freins parce que je ne sais pas comment faire ou je n'ai pas les bons outils, mais que j'ai l'argent pour payer et je suis capable de faire les démarches pour trouver un mécanicien, on va dire que je suis indépendant. C'est-à-dire que j'arrive quand même à faire réparer mes freins, même si je le fais pas moi-même. Le problème souvent, c'est que les intervenants, les parents et même les fonctionnaires vont confondre ces deux termes. Ils ne comprennent pas la différence entre autonomie et indépendance. Et là, bien sûr, on pourrait dire, ben, il y a personne d'autonome, il y a pratiquement personne qui change lui-même ses freins, qui coupe lui-même ses cheveux, qui fait lui-même le paysagement ou qui change sa toiture sur sa maison lui-même. C'est vrai. Mais quand même, il y a un certain niveau d'autonomie qui est au niveau de la société, c'est une norme sociale. On s'attend que tu vas avoir un certain niveau d'autonomie. On s'attend, par exemple, dans mon cas, à mon âge, que je sois capable d'aller faire mon épicerie toute seule. Mais je ne suis pas capable. Et je ne suis pas non plus indépendante parce que, n'ayant pas un gros revenu, je ne peux pas choisir de payer une personne pour venir avec moi faire l'épicerie. Et donc, je dois prendre la seule ressource qui existe, qui est l'intervenante du CRD. Donc, je ne suis pas indépendante non plus. Je n'ai pas de possibilité de choisir. Et lorsqu'on nomme nos déficiences et les besoins qui viennent avec et qu'on avoue, et c'est pas facile d'avouer que je suis pas autonome, que j'ai besoin d'aide pour telle affaire, telle tâche, telle activité. C'est dur d'avouer ça, c'est dur sur l'estime de soi de dire à un autre adulte qui lui est capable de faire la chose par lui-même, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à répondre à la norme sociale. C'est très difficile sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Mais si je nomme pas mon besoin, en même temps, il sera jamais répondu. Les gens vont pas le deviner puisque c'est un besoin invisible. Ma déficience est invisible, donc le besoin qui va avec est invisible et on va juste dire, oh, elle veut pas aller à l'épicerie. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai besoin d'aide. Ben c'est ça, donc c'est un peu controversé de dire ça, les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. Quand tu as des déficiences, tu ne peux pas être autonome, tu vas continuellement avoir besoin d'une forme de soutien ou d'une autre. Est-ce que ça va être de l'accompagnement, est-ce que ça va être la mise en place de stratégies, d'outils, peu importe, mais tu ne vas pas miraculeusement, ta déficience ne va pas disparaître. Oui, je comprends. Moi, ma réflexion là-dessus, c'est quelqu'un que je parlais d'un soutien permanent. En fait, ce que je veux dire, c'est que le niveau d'autonomie s'applique dans plein de domaines ou de situations de la vie courante. Puis en fait, ça fluctue aussi d'une situation à l'autre. On n'est pas juste autonome ou jamais autonome. Donc, ça peut dépendre, entre autres, mettons, soit de l'état de la santé de la personne ou les événements de la vie aussi qui surviennent. Même si dans un âge, je deviendrais autonome, tout fluctue dans la vie, l'autonomie peut redescendre à un autre moment. Soit à cause de l'âge, justement, ou quand on devient parent. Si je tombe en burn-out autistique, c'est sûr que je vais avoir besoin de soutien aussi. Si j'ai une autre maladie ou un trouble qui fait surface, l'autonomie, on peut jamais l'acquérir et être certain qu'elle ne fluctuera plus jamais. L'autonomie, je peux l'acquérir même si j'ai besoin d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'une ergothérapeute qui me soutient à être autonome. Donc, dans mon quotidien. Euh, donc, dans mon quotidien, ça va, mais avec soutien. Je ne conduis pas. Ce n'est pas être autonome car je dépends d'autres personnes et je n'apprends pas à devenir meilleur. Je stagne là. Mais si, par exemple, un psychologue m'apprend à gérer mon anxiété, et grâce à ça, je peux aller faire l'épicerie seule, car c'est une cause de grand stress, elle développe mon autonomie. Par contre, si un événement nouveau survient, l'anxiété peut réapparaître sur un nouvel événement, et cela peut jouer sur mon autonomie. Donc, un exemple fictif, si j'ai un abus d'un employeur, ça pourrait me causer un traumatisme ou une anxiété forte, justement, qui ressurvient, et je ne suis plus apte à travailler car avoir un nouveau patron est intolérable. Donc, je perds de mon autonomie car je serai plus autonome au niveau financier, car je dépendrai d'autres gens pour payer mes dépenses.
Mais si je retourne voir ce psychologue, que j'ai peut-être cessé de voir entre-temps parce que justement, j'avais acquis un niveau d'autonomie, elle me permettra avec une thérapie de régler ce traumatisme, que je puisse sur un moyen ou long terme retourner au travail et je vais retrouver à ce moment-ci mon autonomie financière. Donc, ça fluctue là, au courant d'une vie. C'est pour ça que je disais que les personnes autistes auraient besoin d'un soutien permanent, dépendamment là, de la situation, du domaine ou de l'âge de la personne. Oui, puis un problème, c'est que la manière que les services sont organisés, par exemple dans les CRDI, si tu sautes ne serait-ce qu'une séance des fois dans certains services, on va dire ben voilà, t'es capable maintenant toute seule. Ou si pendant un certain temps, tout va super bien dans ta vie, les astres sont alignés, comme on dit, hein, et t'as aucune difficulté, tout est parfait, et là t'arrives à faire l'activité ou la tâche par toi-même, et là on va dire ah ben voilà, t'auras plus jamais besoin de soutien, on enlève ton nom de la liste des personnes qui ont droit au service, et lorsqu'il va arriver le moindre pépin, parce que nous c'est ça le problème, hein, on fonctionne tout le temps à côté dans notre limite, au maximum de notre limite. Et donc, dès qu'il y a un imprévu, quelque chose de nouveau, on est malade physiquement, comme tu disais, ou on se blesse, ou on a un nouveau bébé, peu importe la situation qui arrive, on se retrouve en dépassement de notre capacité. Mais là, on n'est plus sur la liste des personnes qui ont droit au service, donc il faut attendre encore 2 ans pour avoir le service. On retourne à la case départ. Ça, c'est une première chose. Et justement, comme je disais, nous, c'est ça, on est vraiment toujours au maximum de nos capacités. Puis ça, c'est pas quelque chose que les personnes normales vivent. Une personne qui a pas de déficience aucune, ni physique, ni cognitive, ni sensorielle, qui vit pas avec une maladie chronique, un traumatisme sévère, peu importe, quelqu'un qui est juste la personne normale, elle ne fonctionne pas à 100% de ses capacités. C'est pas vrai. Elle a du jeu. Et donc, la preuve, c'est qu'elle va rechercher les sensations fortes et les imprévus et la nouveauté et tout ça parce que elle a du jeu pour prendre ça. Euh, et aussi, il y a un autre phénomène qui est que les personnes neurotypiques, souvent, ils vont aimer se faire croire qu'ils sont autonomes. Mais comme j'ai dit tantôt, on n'est pas vraiment autonome personne. On a tous besoin les uns des autres. Et aussi, il y a un autre phénomène, c'est que j'avais vu un mème sur Internet qui disait que euh, les personnes en situation de handicap, c'est la seule minorité ou la seule groupe de population que n'importe qui risque de faire partie de ce groupe-là à un moment de sa vie. Après ça, est-ce que ça se pourrait que moi un jour je fasse partie des personnes racisées en fonction de la couleur de ma peau? Pense pas, tu sais. Mais par contre, tout le monde pourrait avoir un accident, un cancer, une infection, n'importe quoi qui lui causerait une déficience, qu'elle soit physique, sensorielle ou cognitive, et donc la personne, ou même ça pourrait être juste notre vieillissement normal, hein, on va tous finir avec au moins une déficience en vieillissant. Là. Notre vue baisse, on n'entend plus. Il y a des gens qui perdent la mémoire, qui n'arrivent plus à marcher quand ils vieillissent. Euh, mais je pense, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui ne vivent pas des situations d'handicap, qui n'ont pas de déficience, qui sont jeunes, en santé et tout, ça leur fait peur, justement. Ils ne veulent pas s'imaginer vivre la situation de handicap. Ils ne veulent pas s'imaginer avoir eux-mêmes des déficiences. Et donc, c'est comme si ils me disent, ben, je veux pas que tu me nommes tes déficiences, je veux pas que tu me parles de tes difficultés parce que ça m'oblige à considérer le fait que je pourrais me retrouver dans ta situation. Je pourrais, par exemple, développer la maladie d'Alzheimer qui va me donner des déficiences au niveau cognitif qui sont très similaires avec celles que tu me décris de déficit de mémoire de travail, etc. Et je comprends, mais par contre, est-ce que c'est simple pour moi, ça? Ça veut dire que je ne dois pas nommer mes déficiences parce que ça rend les autres craintifs par rapport à leur propre avenir. J'ai pas de solution, je fais juste... aujourd'hui, on est dans une discussion où on évacue nos frustrations. Hein? Alors, c'est ça. C'est une de mes frustrations. Et donc, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que les gens, souvent, ils vont avoir soit de la pitié, du dégoût, du déni envers les déficiences des autres personnes parce que ça les force à penser à leur propre futur possible et même probable. Oui, tout à fait. Donc, oui. Puis, ben, c'est aussi ça qui fait que moi, je me sens pas comme tout le monde. Puis, c'est ce qui cause des frustrations quand justement, on me renvoie en essayant de me faire croire le contraire.
S'il vous plaît, ben, ça, ne me dites plus ça. Ben, moi, ça en fait, ça me détruit, ça me cause tort, c'est terriblement dangereux pour moi, vu tout ce que j'ai vécu par le passé, puis j'en suis maintenant conscient. Quand j'entends cette phrase, j'ai ces images de tous les traumatismes que j'ai accumulés depuis 30 ans qui surgissent dans ma tête. Quand j'entends cette phrase, je me sens invalidée dans les démarches et les efforts incroyables que je fais pour m'en sortir. C'est tout cela qui me cause de la confusion, de la colère ou de la tristesse. C'est tout cela qui fait en sorte que j'ai développé cette allergie et que je conteste cette expression. Tu es comme tout le monde, on est tous uniques et on a tous nos difficultés. Seriez-vous cela à une personne dont la déficience est visible, comme par exemple qui utilise un fauteuil roulant, ou à une personne atteinte d'un cancer, ou à une femme qui vient d'être victime d'un abus sexuel? Euh, Ouais, et là, je t'ai mis un commentaire qui nous a parti sur une discussion où je te disais, ben, malheureusement, moi, j'ai des amis qui circulent en fauteuil roulant et qui se font dire que c'est donc ben inconvénient, qui doivent, on va être obligé, si on t'amène au souper avec nous au restaurant, de faire un détour pour passer par un endroit où il y a la rampe ou l'ascenseur. Et donc, ou encore, on va leur dire au contraire, ben voyons, il y a rien là, circuler en fauteuil roulant, ça te cause pas de la fatigue supplémentaire, alors que essayez de penser une semaine à circuler en fauteuil roulant dans la neige, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, même ces personnes-là qui ont des handicaps, des déficiences et des situations de handicap beaucoup plus visibles, hein, une personne en fauteuil roulant dans la neige, là, j'ose espérer qu'on peut s'imaginer que c'est visible comme situation. Euh, Puis les femmes qui ont vécu des abus sexuels, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on les on va encore leur dire ben voyons, prends sur toi, il n'y a rien là. On entend ça encore malheureusement régulièrement. Mais on devrait pas. On devrait pas dire ça à ces personnes-là non plus. Je suis pas en train de dire que c'est correct de leur dire à eux autres non plus. Mais juste tes exemples sont bons, mais malheureusement, même ces personnes-là que c'est, on devrait vraiment être capable d'avoir de l'empathie pour leurs difficultés, même là, on n'y arrive pas. oui, non, c'est tout à fait incroyable. En fait, moi, ça m'a fait penser à un autre groupe de personnes, justement, qui, eux, semblent mieux acceptés dans leurs limitations par les gens en général. C'est les femmes enceintes sont justement pourtant mieux supportées. Leur fatigue, leurs émotions changeantes, leur goût d'aliments particuliers, tu sais, comme si tu as envie de manger de la crème glacée à 2 heures du matin, leur incapacité à se manger à un stade avancé de la grossesse, et puis j'en passe vraiment beaucoup d'autres. Moi, en fait, j'ai jamais été jugée quand j'étais enceinte, même que j'ai eu beaucoup de sympathie de la part des gens. Pourquoi ça, c'est mieux accepté? Comment, ben, en fait, ils ont parvenu à faire voir cela aux gens? C'est-tu parce que c'est le bébé qu'on tente tu sais, qu'on a plus de sympathie qui est à l'intérieur de la maman? Enceinte, en fait, on me foutait vraiment la paix. On était vraiment compréhentifs. Si je voulais dormir, je pouvais dormir 3 heures par jour. On me disait pas que j'étais paresseuse là, à ce moment-là. Mais un autre exemple que j'ai vécu un handicap temporaire, si on veut, mais que là, j'ai vu que c'était pas du tout adapté pour ces personnes-là, puis même que la réaction des gens était plutôt, c'est un moment donné, j'ai eu une fracture à une jambe, puis je voulais aller m'acheter un dîner dans une épicerie, donc je rentre dans l'épicerie, puis ben, en fait, j'avais préalablement appelé pour savoir si on pouvait m'aider à faire mon épicerie. On m'avait répondu que non, donc ben, en fait, je me suis dit que j'allais y aller quand même par moi-même, mais avec des béquilles dans les deux mains, c'est assez difficile, ne serait-ce que même se ramasser une sandwich puis se rendre à la caisse parce que mes deux mains sont occupées. Donc, j'avais quand même été demandé à un employé dans une allée s'il pouvait m'aider à apporter un ne serait-ce qu'un sandwich puis un jus, et il ne pouvait pas. Donc, ben, en fait, j'ai été m'acheter un sac réutilisable à la caisse pour ensuite aller faire mon épicerie. Mais ça, c'est des pas de plus, là. On s'entend que moi, c'était déjà assez difficile, là. Et puis, en fait, je me suis demandé tout le long si on n'allait pas se demander si je volais. Parce que mettre des choses dans un sac à dos ou autre, ben, c'est mal vu. Puis moi, je déteste être, tu sais, généralement, je suis une bonne personne, là. J'essaie de faire les bonnes choses. Donc, tout le long, je me sentais très mal à l'aise de faire ça et de me rendre à la caisse. Puis je me suis dit que le niveau d'empathie, justement, était vraiment assez limité, là. Donc, aux procédures. J'ai pas le droit de faire ça, je fais pas ça. Mais ça y aurait pris 30 secondes, pourtant, là, juste prendre la sandwich sur le bord de l'entrée et se rendre à la caisse pour m'aider. Puis c'était visible, là. Ouais. Ça devait être assez visible, oui, avec les béquilles. Hein. Mais je trouve intéressant ton expérience pendant ta grossesse, parce que moi, tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas vécu de grossesse, donc je n'ai pas de comparatif avec ça. Euh, Puis tu sais, c'est vrai qu'il y a des similitudes, là. C'est sûr que c'est temporaire. Peut-être que c'est le fait que c'est temporaire versus permanent, mais même à ça, tu vois, ta jambe cassée, c'est un exemple de quelque chose de temporaire.
Encore là, j'ai pas de réponse, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Pourquoi la femme enceinte, on va tolérer ses difficultés et pas une personne qui a une autre forme de d'incapacité. Hmm. Non, tout à fait. Puis en fait, de dire des phrases automatiques ou en tout cas ou des actions automatiques à ce moment-ci face à ces groupes de personnes-là, moi je crois que c'est sincèrement minimiser ce qu'elles vivent et que ces personnes sont en fait plus que vulnérables à ce type de réponse. S'il vous plaît, en fait, repensez-y 2 fois avant de la prononcer. Je tiens quand même, pour conclure cet article, à souligner le fait que nous sommes effectivement tous uniques. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de l'espèce humaine, cette belle diversité. Je suis une personne ouverte à la différence, en plus, et plus que curieuse d'apprendre à connaître d'autres types de personnes, afin d'enrichir mon bagage de connaissances. Je reconnais aussi que nous vivons tous des difficultés propres à chacun, et je ne veux pas mentionner que les personnes autistes sont à prendre en pitié ou à mettre sur un piédestal de la souffrance. Il existe bien d'autres catégories des gens qui vivent probablement plus de difficultés que moi. Toutefois, je ne peux pas parler pour eux, ne vivant pas leur réalité. Je voulais simplement me vider un peu le cœur et espérer toucher quelques-uns d'entre vous. Ben, merci beaucoup, Mélissa, de nous avoir lu ton texte. C'est un test qu'on fait aussi un peu pour savoir si vous aimez avoir une version audio pour pouvoir écouter. Donc, si vous voulez qu'on fasse des enregistrements des textes en version audio plus souvent, s'il y a des gens qui ont de la difficulté avec la lecture ou je sais pas, qui aimeraient écouter les textes dans l'auto, ben laissez-nous le savoir parce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire plus souvent, pas nécessairement avec un dialogue comme ça, mais ça pourrait être juste qu'on vous fournit une version audio du texte. Ou si ça vous intéressait de voir un peu notre processus de discussion qu'on a entre nous, ben laissez-nous savoir aussi. On essaie de trouver des façons de rendre le blog plus dynamique et de permettre aussi une meilleure accessibilité du contenu pour les personnes soit qui ont des difficultés de lecture ou d'autres d'autres obstacles, on va dire, pour accéder à nos contenus. Voulais-tu ajouter autre chose, toi, Mélissa? Non, c'est complet. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et ou lus. Puis, j'ai hâte d'avoir vos commentaires suite à ça.